Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au 21e Café numérique de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, où nous recevons aujourd'hui M. Gilles Attaï, directeur associé du groupe GEA, un groupe de 2 cabinets, Business Solutions basé à Johannesburg et GEA Africa Consulting basé à Abidjan. Un passionné du développement humain et des compétences sur le continent, il anime régulièrement plusieurs ateliers, donne des conférences de coachs d'entreprise et des responsables dans le secteur privé et le secteur public. Il est l'auteur du best-seller « Les 51 pratiques fondamentales des leaders », qui est aujourd'hui disponible dans 12 pays francophones et en cours de traduction en anglais. C'est pour vous dire l'immense plaisir que la Chambre de commerce et d'industrie a aujourd'hui de recevoir cet homme qui va nous parler de la croissance post-Covid-19. Les règles n'ont pas changé. Pour prendre la parole, il faut qu'on vous la donne. Et il faudrait qu'une fois on vous la donne, vous ouvrez votre micro et que vous parlez. Donc, la règle, c'est de pouvoir faire avec M. Gilles Attaï 1 heure et quart d'intense discussion sur ce sujet extrêmement important. Il aura 20 minutes de présentation à faire et après ces 20 minutes, j'espère que vous aurez le plaisir et l'envie de poser des questions pour mieux comprendre les thématiques qu'il va développer. Sans plus tarder, je voudrais demander à M. Gilles Attaï de prendre la parole pour son intervention. Merci bien. Bonjour, Monsieur Amoussou. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons très bien. Très bien, c'est parfait. Je vous remercie. Je vais, avec votre permission, partager mon écran et faire mon introduction et commencer. Donc, je partage mon écran maintenant. Voilà. En principe, vous devrez voir mon écran. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Est-ce que je peux juste vous demander, est-ce que mon écran est bien ouvert pour qu'on puisse commencer? On est bien clair, tout est bon? C'est bon, nous voyons votre écran. Parfait. Bonjour, cher Raymond. Bonjour, chers amis qui êtes venus pour participer à cette conversation. Je vais faire en 20 minutes ce que j'ai à dire et puis par la suite, nous allons poser des questions et je tâcherai de répondre du mieux que je peux. Changer pour la croissance post-Covid-19 est le thème qui nous réunit. En 2 secondes, me présenter. Alors, je suis Gilles Attaï. Depuis 13 ans, j'ai monté une organisation qui travaille sur ce continent avec un portefeuille de clients établi dans 25 pays en Afrique subsaharienne. Et vous verrez que parmi ces clients, nous avons le Bénin. J'ai un grand confort quand je parle. Je suis très confortable quand je parle d'Afrique subsaharienne parce que c'est de là que je suis, bien évidemment, mais aussi parce que ce sont vraiment des territoires de très, très fort potentiel. Les croissances que nous affichons aujourd'hui, on peut faire encore mieux que cela. Et donc, je suis vraiment passionné. Et la question du Covid-19 est arrivée au moment où certains de nous, je sais que dans la salle, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ne se posaient peut-être pas les bonnes questions. On va le voir. Je voudrais vous demander simplement, pour votre prise de notes, de penser à ce tableau. Je vais passer 2 minutes parce que c'est très important. Sur tout ce que nous allons dire, et parce que nous parlons de changement, je voudrais vous engager, chacun d'entre vous, à prendre des résolutions pour changer. Imaginez, pendant que vous êtes là, en face de moi, prenez une feuille blanche et essayez de dessiner ce que j'ai fait devant vous. Mettez d'un côté, lorsque vous prenez vos notes, les changements que vous savez que vous devez opérer. Et puis après, je vous engage juste à les classer
dans 3 classeurs, dans 3 colonnes. Les changements que l'on doit faire dans la vie pour pouvoir évoluer, grandir et mieux prospérer, il n'y a que 3 voies possibles. La première voie, c'est les choses qu'on doit arrêter de faire. Parce qu'on se rend bien compte que la situation ne marche pas, il faut décider un jour qu'il y a des choses que l'on doit arrêter de faire. Et c'est ce que vous allez inscrire pour vous-même dans la colonne gauche avec le feu rouge. Devant une situation, il y a également des choses que l'on fait, mais qu'il va falloir faire différemment. C'est-à-dire faire plus régulièrement, plus consciencieusement, plus rapidement, avec plus d'engagement. Ça, c'est la colonne du milieu, le feu orange. Et le troisième type de résolution, la troisième voie de développement, c'est commencer enfin à faire quelque chose qu'on ne faisait pas. Ainsi donc, dans le propos que je vais tenir, et puis après, au cours de la riche conversation que nous allons avoir, je vous engage vraiment à décider pour vous-même ce qui est bien, en décidant véritablement et en l'appliquant par la suite. Voici les choses que je m'engage à arrêter de faire. Voici les choses que je vais faire différemment. Et voici les choses que je vais commencer enfin à faire. Parce qu'il faudrait que cette conversation que nous allons avoir soit pour vous un nouveau départ, si cela est possible. Je vais donc maintenant commencer le vrai propos pour lequel nous sommes ensemble. Et donc, je commence maintenant. Au cours de ces 13 dernières années, il y a une chose que j'ai véritablement apprise. Beaucoup. Mais s'il y en a une que j'ai véritablement apprise et que je voudrais partager avec vous parce que ça rentre véritablement dans le contexte de ce que nous discutons, c'est que pour toute communauté, que ce soit une entreprise privée, un établissement public, une coopérative agricole, un conseil d'administration, une association religieuse, toute communauté, une seule permet de créer la grande performance, et ceci dans la durée. La grande performance est possible sitôt que dans l'organisation, vous êtes capable de mobiliser les énergies vers une cause, vers un idéal, vers un but commun. Le succès est possible de manière soutenue dans la durée lorsque vous êtes capable de fédérer les capacités en vue d'atteindre un objectif. Lorsque vous êtes capable de valoriser le potentiel existant dans l'organisation en sachant quoi prendre dans l'environnement externe. Et enfin, et c'est très important, lorsque vous êtes capable au sein de l'organisation d'inspirer le changement quand cela est nécessaire. Ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle le leadership, la capacité de mobilisation des énergies, la capacité de fédération des capacités, la capacité à valoriser, à libérer un potentiel et surtout la capacité à inspirer, à donner envie que le changement qui est nécessaire puisse arriver. Ce que j'ai véritablement également appris, c'est que la question de leadership et de capacité de changement, c'est bien plus qu'une solution technique. C'est une question d'aptitude, c'est une question de comportement. C'est la capacité à donner une réponse à une situation. Mieux, c'est la capacité à pouvoir anticiper quand les premiers signes sont visibles. S'appelle donc un ensemble de compétences qui ont plus à voir avec l'intelligence comportementale que l'intelligence technique. Je reviendrai sur ce point en donnant tout de suite un véritable hommage aux jeunes et aux femmes qui nous ont donné des vraies leçons pendant la crise de Covid-19. Et je sais que les jeunes et les femmes, contrairement à nous les hommes, et j'en suis un, adultes, nous n'avons pas la flexibilité, la mobilité que les jeunes et les femmes ont. Et c'est pour ça, dans le discours que je tiens à chaque fois devant les personnes à qui je parle, il est temps de penser maintenant au rôle que les femmes véritablement peuvent jouer dans le développement de nos pays et surtout commencer à penser plus que juste des maximes qui ne sont pas concrètes, à donner maintenant la place aux jeunes. Ça devient important. Voici en quelques mots ce qu'en 13 ans j'ai véritablement appris et ce que Covid-19 m'a appris. Il est important de cristalliser dessus avant que je vous dise ce qu'il faut faire
pour les changements post-Covid. Un changement est en cours. Et il n'est pas tard pour pouvoir bien faire maintenant pour le post-Covid-19. Un changement est en cours. Sommes-nous bien conscients de ce qu'il faut faire comme changement? Covid-19, et je veux le dire, n'est jamais que la manifestation concrète de ce que la vie nous présente depuis que nous sommes bébés. Nous avons appris à marcher, nous avons appris à manger seul, nous avons appris à être propres. Ce sont des phases de changement et Covid-19 n'est jamais qu'une autre des manifestations qu'il faut comprendre pour bien absorber le fait que le changement est inhérent à la vie. J'essaie de me renseigner sur ce qui se passe au Bénin et en fait, ce qui se passe sur tous les territoires que nous connaissons dans ce monde, mais surtout en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, à ce jour, l'industrie du tourisme souffre beaucoup. Tous les métiers à contact souffrent beaucoup. Et parce que l'hôtellerie, les transports, les loisirs et tout ce qui amène les hommes et les femmes à s'approcher, à converser, à se toucher, est au ralenti, eh bien, conséquemment, les usines ne tournent pas beaucoup, la production est limitée, il y a une moindre offre de services et de produits, conséquemment une hausse des prix et malheureusement une perte d'emploi. Pour limiter la casse, les États ont proposé des solutions qui, à mon avis, sont juste, je dirais, légères. On va peut-être en parler après. Des aides diverses, des reports de crédit, des crédits à taux bonifiés. Quelqu'un à côté de moi parlait de mesures esthétiques, mais qui ne sont pas suffisamment structurelles. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a lancé un programme, et c'est une bonne initiative, qui s'appelle le PER, le Programme économique de résilience des entreprises. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail de ce que le programme propose, mais il y a des choses très concrètes qui existent. Malheureusement, et ce n'est pas simplement le cas du Bénin, c'est le cas de tous les pays dans lesquels nous travaillons, nous avons vu que lorsque ces mesures sont proposées, elles sont esthétiques parce que la condition pour l'accès à ces crédits, à ces taux bonifiés, sont un chemin de croix. Comme la majorité d'entre vous, je suis entrepreneur. Et j'ai souscrit moi-même à ce genre d'aide pour limiter la casse. C'est un chemin de croix. Et les étapes pour y arriver sont tellement difficiles que, personnellement, j'ai pris la bonne décision d'être un grand garçon et d'avancer tout seul. Et finalement, ça m'a réussi. On en parlera un peu plus. Par contre, ce que nous avons vu, et c'est le troisième point sur cette slide, c'est que le secteur de l'e-économie, le secteur des e-services, les nouvelles technologies ont commencé à prospérer. Des solutions auxquelles nous ne pensions pas ont commencé à émerger. Je suis fier, comme Africain, de voir qu'à Lomé, de voir qu'à Abidjan, de voir qu'à Rabat, de voir qu'à Kinshasa, à Douala, à Cotonou, à Dakar, des jeunes se sont levés et ont montré qu'ils avaient la capacité, eux seuls, de pouvoir produire des masques, des respirateurs, des solutions auxquelles nous ne pensions pas. Mais le problème est le suivant. La chose logique, je pense, aurait été que ces jeunes puissent être encadrés pour que les spécimens qu'ils ont produits ne soient pas juste des spécimens, mais puissent être demain des productions en série. Et c'est là que nous avons besoin de nos États. Nous pouvons faire des choses, mais les États ont besoin de nous aider. Voici rapidement présenté une des feuilles du leaflet qu'a produit donc la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Je les félicite, c'est bien. Il y a un appui complémentaire aux mesures prises par le gouvernement. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais connaissant la volonté de changement, la capacité de mobilisation de Raymond Amoussou, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent bien parce que la vision, elle est claire. Il faut accompagner les dirigeants d'entreprise dans la recherche et la mise en œuvre de solutions innovantes. Je voudrais m'arrêter 2 mots sur l'innovation parce que c'est maintenant que je vais commencer à parler des solutions. Si l'innovation et la créativité sont des choses qui peuvent nous élever, alors
Et je reviens sur le premier hommage que j'ai donné aux jeunes et aux femmes. Les jeunes et les femmes, surtout, nous ont montré qu'ils étaient capables d'innovation, de créativité, de flexibilité, d'élévation. Il est important que tous ensemble nous comprenions que plutôt que de toujours chercher de l'aide et tendre la main, parce que rappelez-vous, et vous le savez mieux que moi, la main qui donne est toujours au-dessus. Il faut quelquefois se lever et commencer à marcher. Et quand vous avez commencé à marcher, il est plus facile après de négocier les termes d'une aide. C'est très important. Ce que nous savons du changement, et le Covid-19, plutôt la Covid-19, pour ceux qui disent comme ça, Covid-19 fait partie de ce qu'on appelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un symptôme, une manifestation extérieure de ce que la vie nous donne comme étant changement toujours. La première chose que moi j'ai apprise, et je voudrais que l'on comprenne bien le changement, c'est que le changement, il est inhérent à la vie. Nos vies ne sont que des successions de cycles, donc des successions de changements. Le changement, c'est la vie. J'ai également appris que quand on parle de changement, souvent nous avons peur. Le simple vocal changement fait peur. Il ne devrait pas faire peur sitôt que nous sommes préparés. Et comment il faut se préparer, c'est de ça que je vais parler maintenant. La troisième chose, c'est que le changement peut être anticipé et préparé. Ce n'est pas la fin du monde, au contraire, ce peut être une excellente opportunité. Pourquoi dans une même industrie, mesdames, messieurs, posez-vous bien la question. Pourquoi dans une même industrie, dans un même secteur d'activité, il y en a qui crachent, c'est-à-dire qui s'écrasent, qui sont finis, tandis que d'autres commencent à prospérer? C'est qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait et que tout le monde ne comprend pas. Et s'opposer au changement signifie, pour moi, le commencement de la fin. Parce qu'il y a dans le changement et dans Covid-19 une véritable opportunité. À ce stade, je voudrais, parce que ça me vient à l'esprit, vous proposer de lire un livre. Je le cite comme ça parce que ça me vient donc à l'esprit. Ce livre s'appelle en anglais Strategy of the Blue Ocean Strategy. En français, la stratégie de l'océan bleu. Il explique comment est-ce qu'un entrepreneur, un patron d'organisation est capable de trouver dans cette grande mer où il y a beaucoup de requins, une petite piscine où nager. C'est bien sûr une image. Ça veut dire que sur un grand marché en compétition, un entrepreneur qui peut anticiper est capable de trouver une solution absolument pertinente pour un groupe de consommateurs et prospérer tandis que tout le monde s'écharpe au grand large. La stratégie de l'océan bleu est donc le premier livre que je vous recommande pendant que je parle avec vous. Le changement peut être une formidable opportunité. Tout le monde veut changer, mais peu d'entre nous sont prêts à changer. Parce que le changement demande certaines capacités. Et parmi ces capacités, une grande capacité d'observation et une grande discipline. Travaillons sur ce territoire de 25 pays depuis 13 ans, en rapport direct et très proche avec un grand nombre d'entrepreneurs, un grand nombre de dirigeants d'entreprises, et puis surtout avec des petits propriétaires d'organisations qui ont un sens pratique extraordinaire. J'ai appris qu'il y a 6 compétences importantes. Je ne suis pas sûr qu'on pourra les traiter totalement, mais je vais au moins vous les donner. Et on trouvera, M. Amoussou, si c'est possible, la possibilité de penser à ce qu'on préfère par la suite pour rentrer un peu plus dans les détails. La première des compétences, c'est la vision. La deuxième des compétences, c'est le courage et le caractère. La troisième est pour moi la pierre angulaire du leadership, la pierre angulaire de ce qu'il faut qui caractérise un homme qui peut changer, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. La quatrième, c'est la capacité technique. La cinquième, c'est l'esprit d'équipe. Et enfin, la sixième, c'est la vision. Regardez les 6 que je viens de vous mettre. Et ce que je vous dis n'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre. C'est quelque chose que j'ai expérimenté, quelque chose que j'ai travaillé sur le terrain, en rencontrant des patrons d'entreprise, en rencontrant des dirigeants, en rencontrant des cadres, en rencontrant des femmes et des jeunes. Ils sont arrivés avec moi à dessiner le profil, la personne qui est capable de nous embarquer dans ce changement. Eh bien, voici donc les 6 compétences. Vision, courage, caractère, intégrité, capacité technique, esprit d'équipe et communication. Mais regardez, parmi les 6 compétences que je viens de vous aligner, une seule parle de capacité technique. Les autres parlent, je l'ai dit tout à l'heure, de ce qu'on appelle l'intelligence
émotionnelle, l'intelligence d'attitude, l'intelligence comportementale. Et c'est de ça que vous avez besoin pour préparer la croissance post-Covid. Quelle est notre ambition à ce jour? Notre ambition, c'est de comprendre qu'il y a 4 défis qu'il va vous falloir de toute façon affronter. Et vous pouvez vous préparer dès maintenant. Là encore, Raymond, je ne suis pas sûr que nous pourrons traiter tout en détail, mais je vous les donne. La première, c'est qu'il faut que dans l'organisation, il y ait un alignement parfait derrière la mission, la vision d'abord, puis la mission et les valeurs de l'organisation. Surtout si vous dirigez. Et vous avez le temps maintenant de vous préparer à cela. Pendant le temps où l'activité elle est un peu ralentie, c'est peut-être là qu'il faut planifier et préparer le moment de la croissance. Première chose, assurez-vous qu'il y ait un alignement parfait derrière la vision, la mission et les valeurs de votre organisation. Deuxièmement, commencez à voir les syndromes de l'urgence. Comprenez la différence qu'il y a entre ce qui est important et ce qui est urgent. Ce qui est important n'est pas toujours urgent et ce qui est urgent n'est pas nécessairement important. La troisième chose, il faut qu'au sein de l'organisation, il y ait la confiance. Il faut qu'il y ait confiance en l'organisation, c'est-à-dire en les personnes physiques qui représentent la personne morale qu'est l'organisation, mais il faut également qu'au sein de l'organisation, la communication, la chimie soit excellente afin que la confiance règne au sein de l'organisation. Combien d'organisations excellentes s'écroulent parce qu'il n'y a pas de confiance? Et c'est pour cela qu'il faut des process sur process, des process sur process. Il faut 56 signatures pour faire sortir un bon d'essence. C'est parce qu'au sein de l'organisation, il y a un mal qu'on appelle le manque de confiance. Il est important maintenant, pour préparer post-Covid-19, que vous repensiez votre organisation pour vous assurer que vous battez le premier défi, qui est le défi de l'alignement, c'est-à-dire la vision, la mission de l'organisation. Deuxièmement, vous assurez que vous travaillez sur l'important au lieu que d'attendre que ce soit urgent, simplement avant d'agir. La troisième chose, c'est travailler sur la confiance. Et enfin, et c'est très important, que vous puissiez utiliser le potentiel disponible dans votre organisation. C'est trop triste. Regardez l'image que je mets. C'est triste d'avoir des personnes compétentes qui déposent leur bagage de compétences lorsqu'elles rentrent dans l'organisation. Elles rentrent nues et quand elles ressortent, elles reprennent leur bagage de compétences. Il y a des techniques pour faire ces audits sur les 4 défis dont je vais vous parler. Et surtout, il y a des techniques pour pouvoir surmonter ces 4 défis et arriver à ce qu'on appelle la croissance. Et c'est le moment, alors que ce n'est pas trop tard, de préparer ce moment pour être prêt pour la période post-Covid-19. Je termine, parce qu'il est important qu'on ait la conversation. C'est ma dernière slide. Elle résume tout ce que j'ai voulu dire en fait. À ne jamais penser qu'à l'instant, on se laisse toujours surprendre par l'événement. Si je devais résumer tout ce que j'essaie de dire, il n'est pas tard. Et je le sais, pour certaines industries, ce sera très difficile. Je ne suis pas sûr que j'ai la solution nécessaire, nécessairement forte pour les industries du tourisme. Je ne suis pas sûr que nous ayons la solution pour les compagnies aériennes, pour les agences de voyage, parce qu'il y a une limitation qui s'impose à tous. Mais dans toutes les autres activités, il y a la possibilité dans l'océan de trouver sa piscine bleue. Il est possible, en cherchant, en comprenant profondément, et en faisant l'exercice de battre les 4 défis qui vont se présenter à vous de toute façon, et je les ai cités tout à l'heure, il est temps maintenant de penser à demain, parce qu'à ne jamais penser qu'à l'instant, on se laisse toujours surprendre par l'événement. La solution post-Covid, elle n'est pas, elle est organisationnelle, elle est même comportementale. Je l'ai dit, pourquoi dans une même situation, il y a une organisation qui se noie tandis qu'une autre organisation prospère? C'est parce qu'il y a quelque chose que la deuxième organisation a vu, qu'elle a mis en place. Et je suggère humblement de considérer les 4 défis dont je vous ai parlé pour préparer maintenant votre organisation à être prêt au moment où les marchés vont se réouvrir. Parce qu'ils vont se réouvrir. Les consommateurs seront là. La circulation est là. Les moyens vont revenir. Les emplois vont être réengagés. Il est important d'être prêt maintenant pour le demain
que nous tous nous souhaitons pour nos économies. Je vous remercie. Voilà, Raymond, ce que je voulais dire. Je crois que j'ai tenu les 20 minutes. Je n'ai pas mis ma montre pour regarder, mais je voulais ce que je voulais dire rapidement. Merci, M. Attaï, pour votre intervention qui est restée dans le temps. Je voudrais tout simplement vous dire que ce fut un plaisir de vous écouter, même si de part et d'autre, quelquefois, ça crachait et puis on n'arrivait pas à tout décoder. Je ferai un exercice peut-être que vous allez compléter pour résumer les choses. Vous avez dit ce qui est important et que nous retenons dans votre intervention, c'est que changer, c'est difficile. Mais il faut s'apprêter pour changer, pour pouvoir affronter la croissance post-Covid. Et vous avez bien défini 3 tableaux, et dans ces 3 tableaux, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que le premier, c'est de savoir que pour s'apprêter, il faut arrêter de faire des choses que l'on faisait avant. Deuxième chose, il faut faire différemment un certain nombre de choses. Et troisième chose qui est probablement nouveau, c'est de pouvoir faire autre chose que l'on ne faisait pas. Si on arrive à remplir ces 3 conditions et correctement les remplir, ça veut dire qu'on est prêt pour aborder la croissance post-Covid. Vous avez développé également les 6 compétences que l'on pourrait avoir pour affronter la croissance post-Covid, et vous avez parlé de l'intelligence émotionnelle qui est l'une des plus importantes. Vous avez également parlé du potentiel disponible dans les entreprises sur lesquelles il faut se baser pour pouvoir penser la croissance post-Covid. À présent, je voudrais laisser la parole à ceux qui sont en ligne pour poser des questions d'éclaircissement ou pour étayer un certain nombre de points. La règle est la suivante. Vous souhaitez prendre la parole, vous la demandez, on vous la donne. Vous vous présentez, vous posez la question et vous refermez votre micro en laissant la possibilité à M. Attaï de vous répondre. Merci bien. Vous avez la parole. Bonjour, donc je suis Christian Fassinou et je voudrais poser une question à M. Attaï par rapport à la notion de mobiliser les énergies, les ressources en interne. Et ma question est de savoir, et ça va aussi avec le problème de la confiance, comment est-ce qu'on fait lorsque on a une équipe autour de nous à l'intérieur de l'entreprise qui n'est pas forcément au niveau que nous le souhaiterions, mais nous n'avons pas les moyens, je dirais, de pouvoir renforcer l'équipe. Donc, comment est-ce que dans ce contexte-là, avec une équipe avec des moyens limités, avec des capacités limitées, peut-on quand même créer la confiance et essayer d'utiliser leurs énergies pour avancer? Merci, M. Fassinou. M. Attaï, si vous avez bien entendu la question, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Fassinou, et merci pour cette question. Elle est très pertinente parce que c'est quelque chose que nous vivons tous, notamment les entrepreneurs à petite taille ou moyenne taille, parce que chaque contribution compte et ça se voit. Nous n'avons pas toujours, malheureusement, la capacité aussi bien, on va dire, technique que même comportementale dans les personnes que nous avons dans l'organisation. Quelquefois, nous avons hérité de ces personnes, quelquefois, nous les avons recrutées et puis on se rend compte qu'on s'est trompé. Il y a un exercice qui est excellent et qui peut se faire justement au moment où nous rentrons dans le 4e trimestre. C'est lorsque nous sommes en train de parler de la planification stratégique, le business plan pour l'année prochaine, c'est d'associer le maximum de personnes. Le business plan est un bon exercice de team building où on va définir
ensemble les orientations de l'organisation et où on va impliquer le maximum de personnes. La meilleure manière de relever le niveau de qui que ce soit dans l'organisation, c'est de l'associer à un défi, à une cause. Et la grande cause de l'organisation, c'est la mission qu'elle s'est donnée pour atteindre sa vision. Eh bien, c'est le moment, justement là, de provoquer ce genre de conversation et de dire, voilà, nous arrivons en 2021. Qu'avons-nous appris en 2020? Qu'allons-nous faire en 2021? Et je peux vous dire, Monsieur Fassinou, et merci pour la question parce que je l'ai expérimenté, lorsque vous associez des personnes sur ce genre de sujet, non seulement elles se sentent valorisées, mais elles pourraient vous dire des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. La confiance venant, étant comme l'effet boule de neige, vous avez rapidement une personne qui va commencer à donner une meilleure partie de son potentiel. Voici quelque chose que l'on peut faire. Associer les personnes à des sujets auxquels ils n'avaient pas été associés et puis doucement revenir à ce qui est leur corps de métier. Ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de répétition, mais ça en vaut la peine. Merci pour la question. Merci, M. Attaï. J'espère que M. Fassinou a pu avoir réponse à sa question. On a M. Tidjani qui souhaite poser la question. M. Tidjani, vous avez la parole. Je remercie la Chambre de commerce et je félicite M. Attaï pour son exposé sur la résilience. Je voudrais partager avec vous une image que nous devons avoir à l'esprit lorsque nous parlons de résilience. C'est lorsque nous sommes confrontés à une situation très difficile comme la Covid, qu'est-ce qu'on fait? Et une autre image, c'est de dire quelqu'un qui vient de perdre un être cher. Il a deux choix. Ou il réagit, il devient plus fort, ou il tombe. Quelqu'un qui va à la retraite, qui se dit qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qui ne te pose pas un certain nombre de questions et qui ne prend pas un certain nombre de dispositions, il risque de vivoter et de partir. Il en est de même pour quelqu'un qui, à un poste de responsabilité, est viré du jour au lendemain. La résilience, c'est qu'il est dans une situation où il faut qu'il rebondisse. Et M. Attaï a bien défini qu'il fallait que la personne ait une vision claire de ce qu'il veut faire, ait le courage et également prendre les dispositions pour que la situation qu'il est en train de vivre ne l'emporte pas. Et ça, on a besoin de réagir, de préparer. Si on peut le faire, on peut préparer les difficultés à venir et on prépare la résilience, on fait pas la résilience. Encore une fois, je voudrais féliciter M. Attaï pour son exposé et je remercie la Chambre de commerce. Merci bien. Merci pour votre contribution, M. Tidjani. Merci beaucoup. M. Attaï, en attendant que l'autre doigt se lève pour poser des questions, je voudrais juste vous demander de nous repréciser parmi l'ensemble des critères que vous avez énoncés pour les 6 compétences qu'il faudrait avoir. Nous avons retenu l'intelligence émotionnelle. Et nous voudrions bien que vous expliquiez un peu ce que c'est que l'intelligence émotionnelle pour que le public qui vous entend puisse bien comprendre le levier sur lequel on appuie pour que cela puisse être une réalité. Merci bien. Merci. Les Anglais, les anglophones ont un pas d'avance sur nous, francophones. Ils ont bien séparé ce qu'on appelle la capacité technique, la capacité rationnelle, la capacité émotionnelle. Il faudrait que je dise juste 2 mots en anglais. La capacité technique, c'est ce qu'ils appellent le hard skilling. Hard comme dur. Et l'intelligence émotionnelle, soft skills. Skills veut dire en anglais capacité. Voilà, capacité, compétence. Les hard skills, c'est ce qui est rationnel. 6 x 4, 24. 4 x 6, 24. Ça, c'est rationnel. Ce qui est émotionnel, c'est les choses intangibles comme, M. Tidjani en a parlé, le courage, des fois l'humilité, la capacité de s'asseoir et d'écouter les autres, la capacité de tendre la main. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Ce qui est rationnel est enseigné, ce qui est émotionnel, ça s'apprend soi-même. La vie nous éduque dessus. Les 6 compétences dont j'ai parlé, et je les connais forcément,
la vision, le courage de caractère, l'intégrité, la capacité technique, la communication et avant ça, l'esprit d'équipe. Parmi les 6, il y en a une seule qui fait référence vraiment au métier, la capacité technique. Il est important de bien connaître son métier, mais il est encore plus important d'être clair sur ce que l'on veut. Et ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il est encore plus important d'avoir le courage et le caractère pour affronter les difficultés. Et ça, c'est encore de l'émotionnel. Il est très important d'être une seule personne en une. C'est très important pour aller loin. Il est très important, cette intégrité, il est très important de travailler non pas simplement pour soi-même, mais d'embarquer des personnes avec soi. Plus on est et plus on est fort. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Et enfin, la communication. C'est important de pouvoir dire ce que l'on ressent et pouvoir être clair dans les termes que l'on discute avec les autres. Voyez-vous, Monsieur Amoussou, nous avons tous qui sommes dans cette salle des enfants ou même au moins des neveux et des nièces. Aucun enfant de l'âge de 8 ans n'est capable de battre qui que ce soit dans cette salle en ce qui est la capacité technique, l'intelligence rationnelle. Un enfant de 8 ans n'est pas capable de comprendre des choses compliquées qu'on a fait à l'école, une dérivée, une tangente, sinus, cosinus, trigonométrie, n'est pas capable de bien comprendre la concordance des temps que nous connaissons parce qu'on le pratique tous les jours. Mais un enfant de 8 ans est capable d'avoir plus de courage que nous, est capable d'avoir plus de volonté, est capable d'avoir plus de dynamisme, plus d'envie pour faire les choses. Et ça, ce n'est pas possible d'avancer si nous ne sommes pas outillés sur cela. Pourquoi trouvons-nous aujourd'hui, M. Amoussou, des personnes qui ne connaissent pas un métier techniquement, mais qui sont capables de faire des choses extraordinaires? Eh bien, c'est parce qu'elles sont nourries de cette intelligence émotionnelle, soft skills, qui prédomine devant les grands défis. Il n'y a pas d'école, malheureusement, supérieure de courage. Il n'y a pas d'école supérieure d'intégrité. Il n'y a pas d'université sur la capacité de mobilisation. C'est des choses que même des personnes plus jeunes que nous sont capables de savoir. Allez dans la rue, là, à Cotonou, où vous êtes actuellement, et vous allez me montrer rapidement un enfant de 10 ou 12 ans qui a plus de courage que chacun d'entre nous qui parlons ici, qui a plus de volonté de réussir, qui a plus la capacité de donner de sa personne pour réussir à quelque chose. Ça, ce sont des personnes qui ont compris les choses de la vie. Et nous qui sommes là, et je termine avec ça, j'étais un peu long, qui pouvons faire un alliage intelligent de ce que nous avons comme capacité rationnelle, mettons à côté de ça toute l'intelligence émotionnelle que nous avons développée au cours des années pour devenir des grands champions. Les grands champions dont l'Afrique a besoin, ce sont des champions qui comprendront aussi bien leur métier, mais qu'en plus, ils comprendront qu'ils ne peuvent pas réussir s'ils ne développent pas consciemment ces capacités d'intelligence émotionnelle et comportementale dont nous parlons et qui est véritablement la clé de la grande performance. Merci, M. Attaï, pour cet éclairage assez net qui nous permet de mieux comprendre que c'est ce qui ne se trouve pas ou ne se fait pas dans les grandes écoles qu'on appelle intelligence émotionnelle et que c'est ce que l'on apprend soi-même. Monsieur Fassino souhaite encore intervenir. Monsieur Fassino, vous avez la parole. Merci et je m'excuse enfin de poser beaucoup de questions, mais c'est parce que le sujet me passionne. Et je voulais donc demander justement au niveau des compétences émotionnelles mentionnées par Monsieur Attaï, il a parlé de l'intégrité. Et je voulais avoir son point de vue parce que l'intégrité, nous sommes dans un environnement d'affaires compliqué dans nos pays. Et donc, comment est-ce qu'on peut lier l'intégrité, l'éthique, avec le souci quand même de pouvoir avoir des affaires, je dirais, qui fleurissent. Donc, j'aimerais un peu avoir son point de vue sur ce sujet et sur cette compétence d'intégrité. Merci beaucoup, M. Fassinou. Cette question, elle revient souvent et je me la pose moi-même quelquefois. Mais je vais vous donner 2 éléments de réponse qui pourraient peut-être nous aider ensemble à comprendre pourquoi je dis que l'intégrité est la pierre angulaire de la grande performance. D'abord,
je regarde sur le long terme. Il y a des petits gains qu'on peut faire tout de suite en trichant, en montant, en volant. Mais c'est du petit gain, c'est du petit jeu, c'est du court bras. Le long bras, le grand jeu, c'est quand on peut construire sur la durée. Et pour construire sur la durée, et c'est ça la deuxième partie de la réponse, il faut pouvoir s'entourer de personnes qui ont envie d'avancer avec vous. Personne ne suivra longtemps, sauf si vous pouvez les battre, les enfermer, les mettre en prison, les torturer, leur enlever tous leurs biens. Personne ne vous suivra avec toute la compétence et l'enthousiasme qu'il a si il ne croit pas en vous. Et ce point est important. Pour les petites batailles à court terme, et malheureusement, il y a trop de court-termistes dans le monde dans lequel on vit, mais les personnes qui veulent asseoir un business qui pourra servir à leurs enfants demain, et les petits-enfants, les grandes enseignes dont aujourd'hui on est fiers, se sont construits sur le socle de l'intégrité. Gagnez rapidement en trichant, faites-le, mais personne ne vous suivra. Vous ferez ce qu'on appelle un coup KO. Mais celui qui veut faire des coups dans la régularité et qui veut pouvoir dormir la nuit sans s'inquiéter de savoir que quelque chose pourrait lui arriver de mal, cette personne aura choisi la voie la plus longue, mais la plus durable, la plus sereine et la plus pérenne. C'est la voie de l'intégrité. Et quand je dis ceci, je le dis parce que nous le voyons expérimenté par des personnes qui l'ont compris. L'intégrité est la solution pour celui qui veut construire et bâtir dans le long terme. La question, c'est comme ça que moi, je me la suis posée et c'est comme ça que j'y ai répondu, mais je dirais avec un minimum d'humilité, personne n'est jamais arrivé au sommet de l'échelle d'intégrité. Certains essaient d'avancer, d'autres ont décidé de reculer, mais personne n'est au maximum de l'intégrité. Chacun d'entre nous doit essayer tous les jours de construire un peu pour monter dans cette compétence qui est essentielle. Et ce n'est pas du bisounourisme, c'est de la performance dont je parle. Ce n'est pas du bisounourisme, hein, c'est de la performance dont je parle. La performance exige d'avoir un minimum d'intégrité pour durer et faire quelque chose de pérenne. Merci pour la question, M. Fassino. Monsieur Fassino, j'espère que vous êtes largement satisfait de la réponse de M. Attaï, qui évidemment nous renforce également dans cette compréhension que l'on ne peut rien bâtir de durable sans l'intégrité et que l'intégrité également, c'est de l'amélioration continue pour chacun de ceux qui... Monsieur Tidjani également souhaite revenir pour sûrement faire des compléments ou poser une question. Monsieur Tidjani, vous avez la parole. Non, je poserai une question parce que déjà, M. Attaï a déjà bien donné ce qu'il faut comme information, et contenu. Alors, la question que je voudrais poser, et sur laquelle je voudrais que M. Attaï nous éclaire un peu, lorsqu'une institution, comme un ministère ou la Chambre de commerce, doit faire face dans son personnel, dans son management, à la résilience, quels sont les prérequis, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser, quelles sont les activités à mettre en place, quelles sont les qualités qu'il faut développer sur le personnel, et pour que, au moins, ils se rendent compte que nous sommes en face d'une situation dans laquelle on va être. Je vous remercie. Je ne sais pas si ma question a été bien posée. La réaction que doit avoir toute institution face à la résilience, au-delà de celui qui n'a pas un produit, par exemple. Nous, ils ont toujours un produit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Tidjani. On a bien entendu la question. En tout cas, moi, je l'ai bien entendu. Avant de répondre, je voudrais juste situer le contexte. Je vais juste parler de la Chambre de commerce et d'industrie parce que j'ai l'honneur de connaître le secrétaire général qui est en face de moi. Comme ça, c'est plus facile. Les ministères, c'est un peu plus complexe. Dans nos pays et sur tous nos territoires, il y a un vrai problème avec l'administration. Et je ne pense pas que je puisse, malheureusement, en 2 minutes, trouver un problème, la solution
à des maux qui gangrènent nos économies. Il y a un vrai problème dans nos organisations, dans nos administrations. La première chose, c'est que malheureusement, l'administration n'est pas jugée ou notée à la performance. Et ça, c'est un changement radical qu'il faut apporter. Une administration qui ne travaille pas en fonction d'un objectif clair et avec du membre du personnel qui sait qu'il est apprécié, évalué en fonction de sa performance, il n'y a aucune motivation à faire bien. Et il y a juste une invitation à faire tous les chemins raccourcis qui ne permettent pas la performance. Et voyez-vous, ça amène donc la première partie de ma réponse. Il faut considérer tout l'environnement. Il y a ce qu'on appelle, pour toute organisation, les parties tiers, third party. Eh bien, pour que la Chambre de commerce et d'industrie puisse participer, parce que ça fait partie de son mandat, à l'amélioration de la performance pour l'industrie, commerce, il faut qu'elle pense également aux tierces parties, également bien sûr à l'interne, mais également à l'externe. Ce que nous faisons actuellement est très important. La CCI vient d'organiser, c'est sa 21e session, elle invite les membres et les opérateurs économiques à écouter autre chose, à entendre autre chose et à converser avec d'autres personnes. Faisant cela, la CCI travaille avec une de ses parties tiers, ses membres et les opérateurs économiques. Cette partie est importante et je ne voudrais pas l'oublier. Mais à l'interne, il est important que, autant que cela soit possible, le personnel soit associé à ce genre d'initiative. Et peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Mais il faut essayer de revenir à des indicateurs de performance. Il faut redonner la place à ce qu'on appelle en anglais customer care, le service à la clientèle. Il faut donner, avec ces indicateurs de performance, une grande part à ce qu'on appelle la célérité dans la passation des documents. Il faut donner des chemins clairs. Peut-être que les gens ne font pas parce qu'ils ne savent pas ou parce qu'ils n'ont pas été suffisamment pendant quelques temps où j'ai travaillé. Et nous avions, à l'époque, je travaillais dans une compagnie cellulaire, nous avons approché un grand département, une direction nationale au Congo démocratique. Et nous avons simplement essayé de sensibiliser le personnel en leur disant, est-ce que tu te rends compte que la place que tu occupes dans cette organisation, voici les conséquences lorsque tu fais bien et lorsque tu fais mal. Je vous assure, M. Tidjani, chez certaines personnes, ça a juste créé le déclic. Il faut que les personnes comprennent qu'elles ne viennent pas simplement pour gagner leur salaire. C'est important. Mais elles participent à quelque chose. Quelquefois, il faut les mobiliser. Quelqu'un me dira, oui, mais les gens n'écoutent pas. Mais vous savez quoi? Il faut essayer. Tant que vous n'essayerez pas, vous ne saurez pas jamais ça peut donner des résultats. Comme tout à l'heure, je disais donc à M. Fassinou, impliqué dans un business plan, autant vous montrer la vision, autant vous montrer l'autre rive à des gens, vous fabriquez des gens qui veulent pagayer dans l'océan pour pouvoir avancer. Mais quand les gens viennent juste dans un bateau, pour juste s'asseoir et accompagner le bateau qui avance sans qu'ils n'y apportent leur contribution, vous aurez du mal à avoir des personnes qui avancent. Ce genre de session, ce qu'on appelle les town halls, les mobilisations, la fédération d'énergie vient également par l'inspiration et le fait que l'on doit éduquer, consciemment éduquer les populations, les travailleurs, aussi bien dans l'administration que même les parties tierces qui travaillent avec l'administration. Je termine en disant cette petite anecdote et j'aime la donner souvent. Certains d'entre nous seront à la mosquée tout à l'heure. C'est vendredi. D'autres iront au temple ou à l'église, c'est dimanche, et d'autres même vont le samedi pour les juifs. Mais combien de fois devons-nous aller pour se souvenir de ce qu'on nous dit là-bas? Est-ce que vous pensez que juste d'y aller une fois suffira? Certainement pas, parce que nous sommes tous en train de répéter les mêmes erreurs. Mais lorsque l'on commence une action de sensibilisation, on ne peut pas juste arrêter un événement. Il faut continuer, parce que nous avons besoin et quand la chose est répétée, peut-être qu'il n'a pas. J'ai parlé de ce que je connaissais, il y a peut-être d'autres solutions, mais je me suis borné à dire ce que moi je sais qui marche et qui peut aider nos organisations, notamment dans l'administration publique. Voilà ce que je voulais dire.
Merci, M. Attaï. Moi, je voudrais compléter quand même deux ou trois trucs. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, après sa réforme du 25 septembre 2019, le gouvernement lui a assigné des objectifs de performance. Donc, le mot performance, c'est un mot que nous comprenons très bien à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et nous en avons 4 que le gouvernement nous a assignés. Et c'est évidemment cela qui nous a permis de réfléchir à comment fait-on pour atteindre ces objectifs et que l'on puisse mieux évaluer nos critères de performance pour nous amener à sortir l'idée de faire des cafés numériques et discuter et apporter des informations à nos membres, qui sont des opérateurs économiques intervenant dans le secteur du commerce, de l'industrie et des services. Sur le territoire béninois, toute entreprise créée dans l'un des 3 secteurs est d'office membre de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et attend de la Chambre de commerce de lui offrir des services et de lui apporter des aides dans plusieurs domaines. Donc, on ne peut pas se permettre de se dérober de ces performances-là. En plus de cela, l'administration du Bénin, depuis un certain temps maintenant, travaille également avec des critères de performance qui les obligent à pouvoir travailler et rendre des services aux tiers comme il le faut. Et c'est également ça, une manière de parler de la reddition des comptes. Parce que lorsque les mandants cotisent à la Chambre de commerce et puis ne savent pas très clairement ce que la Chambre de commerce leur apporte comme service, ça veut dire que nous ne sommes pas du tout performants et que nous n'avons pas atteint les objectifs que le gouvernement nous a assignés. Donc, la performance est quelque chose que la Chambre de commerce expérimente depuis bientôt 1 an, 25 septembre 2019, 25 septembre 2020, on vient de faire à peine 1 an d'application de ce décret qui a été signé par le président de la République. C'est ce complément que je souhaite faire pour parler de ce que nous faisons déjà à la Chambre de commerce. Allô? Oui, vous avez la parole. Merci bien, SG. Merci aussi aux conférenciers. Moi, on m'appelle Rahman Imadidi. Je suis le chef du service administratif régional Porte-Nouveau pour la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Alors, monsieur le conférencier, déjà, votre présentation, elle est assez claire. Et pour rester un peu dans la dynamique, puisque nous parlons de comment est-ce que les entreprises doivent désormais s'organiser pour affronter de façon beaucoup plus dynamique le post-Covid, j'aimerais que vous puissiez nous dire quand même quelques mots par rapport à la pratique de l'intelligence stratégique au niveau de ces entreprises-là, puisque en fait, c'est aussi un élément qui quand même leur permettra d'être au fait des situations et de savoir prendre des décisions à temps. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Je vois qu'également, monsieur Fassinou a levé la main. Peut-être que je vais prendre également sa question, comme ça je vais répondre aux deux en même temps. Est-ce que c'est possible, monsieur Amoussou, que je prenne également la question de monsieur Fassinou? Tout à fait. Monsieur Fassinou, vous avez la parole pour votre question. Voilà, c'était parce que le monsieur Attaï a beaucoup parlé et ça me rassure. Ce qu'il nous dit, c'est quelque chose qu'il a pratiqué. Donc, je voulais peut-être juste lui demander par curiosité quelle est son expérience dans l'agenda de transformation dans les différents territoires où il opère. D'accord. Merci, monsieur Fassinou, et merci à monsieur qui a posé la question tout à l'heure, dont, pardon, je n'ai pas retenu donc le nom. Comment est-ce qu'on peut aider les entreprises stratégiquement? Peut-être que je vais commencer par dire quelque chose et ça me permettra de répondre également après à la question de monsieur Fassinou. C'est une phrase que j'aime à dire. Le marketing
et la stratégie sont les deux faces d'une même pièce qu'on appelle la performance. Le marketing, c'est la science de comprendre quels sont les besoins du marché, quelles sont les attentes des clients, les attentes des consommateurs. La stratégie, c'est la manière de mettre en motion, en mouvement, cette connaissance pour produire la performance. Eh bien, le marketing ne sert pas à grand-chose si la connaissance acquise ne peut pas être transformée concrètement en quelque chose qui va donner la performance. Et ce quelque chose concrètement, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Et il ne peut pas avoir de stratégie pertinente si elle ne se nourrit pas d'une connaissance profonde du marché, des attentes du marché, et c'est ce qu'on appelle le marketing. La pièce qu'on appelle la performance n'a que deux faces, le marketing et la stratégie. Je suis marketeur, et peut-être que je défends ma paroisse ici, mais la vérité, c'est que toutes les fonctions autour du marketing sont des fonctions de support. C'est un peu provocateur ce que je dis, mais des fois, il faut penser radicalement différent pour pouvoir prospérer. Et c'est ce que vous m'avez demandé. Quel conseil je donnerais donc aux entreprises? Donnez du temps à l'écoute de vos marchés. Si vous vendez des biens et des services, il ne sert à rien, et c'est même contre-productif, de s'asseoir derrière son ordinateur et de décider pour les autres ce qui est bien pour eux. Et ce que je dis sort même du champ de l'économie, dans les relations sociales, et je dirais même politiques. Il est important de comprendre que c'est ce dont les gens ont besoin qui fera une différence. Le marketing comprend profondément les attentes du marché, la stratégie transforme cette connaissance en quelque chose de productif qu'on appelle la performance. Et si toutes les organisations prenaient juste le temps de bien comprendre leur base clientèle, de bien comprendre la segmentation au niveau de leur base clientèle, il est possible de se bâtir, ce que j'appelais tout à l'heure, un océan bleu dans une mer où les requins sont en majorité. Pour répondre à M. Fassinou, je partirai donc de ce que je viens de dire. Dans l'agenda de transformation que nous nous sommes donné, et je porte cet agenda avec grande conviction depuis maintenant quelques années, la chose la plus importante, c'est le changement de perspective. Il faut apprendre à regarder une situation comme on doit la regarder. Malheureusement, les modèles d'éducation que nous avons nous amènent à regarder tous de la même manière. Et c'est là qu'il y a un manque de créativité et d'innovation. L'Afrique, je la parcours avec grande passion, avec grande détermination, avec grand amour. L'Afrique a des solutions qui lui sont authentiques. Elle n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ce que d'autres font et font souvent très mal, mais qu'ils ont juste modélisé. Et parce que c'est modélisé, nous courons à cela. J'étais à Cotonou, c'est très bien que vous me posiez la question, M. Fassinou. J'étais à Cotonou, et ce n'est pas une pique, c'est juste une information, et c'est bien que nous en parlions librement. J'étais à Cotonou il y a 2 ans, j'attendais quelqu'un qui venait me chercher pour une réunion que j'avais. Et dans le hall, je vois qu'il y a du monde dans la salle de conférence, donc je demande est-ce que je peux rentrer. On me dit non, l'entrée est libre. Et je voyais un monsieur, un Belge, qui faisait une présentation sur l'entrepreneuriat. Messieurs, dames, sa présentation était parfaite. Hein. Je veux dire, il n'y avait rien qui manquait. La langue française était extraordinaire, le séquentiel était parfait, très cohérent. Mais j'ai senti, parce que je suis entrepreneur, que ce monsieur n'avait jamais rien entrepris dans la vie et qu'il nous répétait juste des modèles savamment copiés et modifiés à partir de livres. Et je pose la question qui tue. Monsieur, bonjour, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, mais je vous demande, monsieur, s'il vous plaît, qu'avez-vous jamais entrepris? Il me répond, sans jamais répondre à la question, avec encore de belles phrases. Je relève la main, je dis, monsieur, vous n'avez pas répondu à ma question. Qu'avez-vous jamais entrepris? Et devant l'insistance, il est obligé de considérer qu'il en est à son 3e ouvrage, mais qu'il n'a jamais entrepris. La chose qu'il faut que nous comprenions, vous m'avez demandé l'agenda de transformation. Il faut que nous commencions à croire en nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de solutions extérieures lorsque l'extérieur ne comprend pas nos réalités. Je vous l'ai dit, le marketing comprend le marché, la stratégie met en motion la compréhension pour en faire une performance. Quelqu'un qui ne comprend pas le marché ne peut vous donner aucune stratégie qui marche. La première chose, et j'insiste beaucoup quand je travaille sur ce continent, c'est de dire ne soyons pas complexés, comprenons nos réalités
et de nos réalités, trouvons les bonnes stratégies qui vont donner les bonnes solutions. Et ce que je dis, il faut le comprendre au niveau micro-entreprise et même au niveau macro-national. Nos grands ensembles ont besoin de comprendre que nos solutions, elles sont d'abord endogènes avant d'être exogènes. Donc, j'ai répondu à la première question d'entreprise et j'ai répondu également à M. Fassinou. Dans l'agenda de transformation, c'est le changement de mentalité. Et nous avons déjà eu cette conversation avec M. Amoussou, qui est tout à fait d'accord avec ça. Et je crois que beaucoup de choses qu'il fait aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qu'il est important que pour la performance de nos organisations au Bénin, il est important qu'on travaille à reformater le moule, à reformater nos paradigmes, à les changer totalement afin de donner la performance authentique dont nos marchés ont besoin et qui vont donner une performance pérenne et non pas juste faire un copier-coller de ce qu'on fait à l'extérieur. Monsieur Amoussou, peut-être que vous voulez ajouter sur ce que je viens de dire. Monsieur Fassinou et monsieur, je crois que j'ai répondu à votre question. Monsieur Amoussou, peut-être continuer ce que je viens de dire parce que je sais qu'on est en accord parfait. Monsieur Attaï, merci pour ces informations et ce complément important que vous venez de faire à monsieur Fassinou et puis à Madjidi qui est à Porto Novo. Nous sommes presque à la fin de notre café numérique numéro 21. Je voudrais demander à M. Attaï de conclure cette intervention. D'abord, je voudrais vous dire merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être venu. Nous sommes vendredi, l'activité économique continue. Mais vous avez investi dans votre temps. J'espère que l'investissement aura été productif et que de cette petite heure que nous avons passée, vous pourrez retenir une chose ou deux qui pourra vous aider à continuer votre activité et de manière profitable. Parce que c'est ça la seule raison pour laquelle on est ensemble. Pour que vous puissiez trouver des voies et des moyens pour être profitable pendant que Covid-19 est là et surtout post-Covid. N'oublions pas, il est encore temps de se préparer et j'ai donné quelques balises qui puissent nous permettre de nous préparer. Je voudrais vraiment vous remercier d'être venu et remercier la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est une excellente initiative et je sais que si vous êtes au numéro 21, vous irez par la grâce de Dieu au numéro 1501 de ces jours. Et le chemin faisant, vous allez continuer donc à disséminer la bonne parole. J'ai été invité à Amoussou que nous ayons commencé à l'heure. Très bien, on a commencé à l'heure. Et je vous encourage à garder cette pratique. C'est dommage pour ceux qui sont venus en retard parce que malheureusement, ils n'auront pas tout entendu et n'ont pas tout répété. Mais le post-Covid également, c'est de maintenant commencer à planifier pour être à l'heure. Commencer à planifier parce que vous savez, le monde, il avance. Et la minute que nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons plus la vivre demain. Elle sera altérée même si on me raconte ce qui s'est passé. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour l'éveil de conscience. Merci d'avoir fait appel à un Togolais de la diaspora qui est fier de contribuer pour le Bénin et pour son pays et pour tous les Africains qui sont autour de la table. C'est ça également dont l'Afrique a besoin. Merci beaucoup. Merci, M. Attaï. Au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, M. Arnaud Dakako, je vous dis merci d'avoir accepté d'animer ce café numérique, d'avoir accepté de travailler sur le thème « Changer pour la croissance post-Covid-19 ». Merci aux chefs d'entreprise qui ont pu se libérer pour participer à cette causerie, à cet échange. Ce fut un plaisir pour nous d'avoir été là pour écouter et pour encore apprendre. Parce que pour nous, Covid, c'est maintenant et qu'il faudrait adopter les bons gestes, les bonnes manières, les bonnes stratégies pour pouvoir profiter de cette opportunité que cette pandémie offre à l'Afrique, offre aux chefs d'entreprise. Café numérique numéro 21, c'est terminé. On prend rendez-vous pour le 22e numéro pour bientôt. Et je vous dis merci. La Chambre de commerce toujours prête à servir les entreprises. À très bientôt. Merci. Au revoir.